Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Vous êtes africaniste, vous êtes bien connu pour une multitude d'ouvrages sur la plupart des pays africains, leur histoire. Euh, Aujourd'hui, vous présentez votre dernier ouvrage, Quand les Africains colonisaient l'Afrique. Alors, deux remarques liminaires. Quand on rapproche ce titre de votre bibliographie, on se dit ce livre, en fait, peut avoir pour objectif deux objectifs possibles, hein. Celui de sortir de la culpabilité unilatérale à l'égard de l'Afrique, le monde blanc, mais aussi, peut-être, et peut-être ce que c'est plus important, vous direz ce que vous en pensez, sortir aussi de l'enfance mentale et symbolique, le monde africain. Les deux, mon colonel, les deux. Le but premier du livre, c'est de montrer que mon champ missionnaire est de la longue durée. Et la colonisation, c'est un spasme. L'Union européenne, c'est rien, c'est une génération. Je dis toujours, mon arrière-grand-père que j'ai connu, qui est mort en 56, donc j'avais 10 ans, il est mort à 90 ans. Donc mon arrière-grand-père a connu 90 ans en 56, donc il était né en 1860. Donc il a connu la période avant la colonisation, il a connu le débat colonial, fallait-il coloniser ou pas, il a connu la période coloniale et il a connu la période décoloniale. Donc c'est la vie d'un homme. Donc, cette période coloniale, c'est un spasme dans l'histoire de l'Afrique. Et il y a eu d'autres colonisations. On ramène tout à la colonisation européenne, qui, elle, était brève, comme je l'ai dit, mais qui, en plus, était une colonisation bienfaisante, parce qu'elle a multiplié les Africains, elle les a soignés, elle a créé des routes, elle a mis un terme aux grandes épidémies, elle a mis un terme aux guerres tribales ou ethniques. Les colonisations africaines, elles, sont millénaires. Et toute l'histoire de l'Afrique, justement, ce sont des colonisations qui, elles, ne sont pas des colonisations bienveillantes, ce sont des colonisations de grand remplacement. Parce qu'on éliminait le peuple pour prendre sa place, on gardait les femmes, on tuait les hommes, sauf les Zoulous qui gardaient les hommes jeunes pour en faire des guerriers. Et on prend leur territoire. Donc, ce sont des colonisations de grand remplacement. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Parce que pourquoi associer colonisation aux Européens ? D'abord, la colonisation existe depuis toujours. Tous les peuples ont colonisé. Et la colonisation de l'Afrique a commencé avant l'Europe. Et donc, votre ouvrage se présente comme une suite d'études de cas, Oui. 13 études de cas. Je prends quelques grands cas et je montre comment se sont faites ces colonisations avec des cas très différents et dans toutes les régions d'Afrique. Aussi bien l'Afrique du Nord que l'Afrique centrale, que l'Afrique orientale, que l'Afrique australe. Mais j'ai un focus important sur l'Afrique australe parce que les colonisations interafricaines d'Afrique australe se sont faites sous l'observation des premiers Européens. Parce que les Hollandais étaient au Cap et il y avait des renseignements. Et à ce moment où les Xhosa ou les Zoulous ont ethnocidé les populations qui les précédaient avant. Donc, ce qu'on appelait les Otonto. Les Khoïsans. Et même d'autres non-Khoïsans, même des peuples bantouphone comme les Soto, qui vont être ethnocidés par les Ndébélés. Et parmi donc, les différents cas de colonisation interafricaine, justement de l'Afrique australe, il y en a un sur lequel j'aimerais que vous reveniez, peut-être parce qu'il illustre avec la clarté d'un apologue la collision des rivalités, des rapports de domination brutaux interafricains et des bons sentiments européens, ce que Léon Daudet appelait le stupide 19e siècle. Oui, c'est le cas donc, de la colonisation des Damara par les Herero. Ah oui, alors là, c'est extraordinaire. Le génocide des Herero, pourquoi y a-t-il eu un génocide des Herero ? Enfin, génocide des Herero. Tout simplement parce que nous sommes dans le sud-ouest africain, l'actuelle Namibie. Et là, ce sont des missionnaires protestants qui sont installés. Et ces missionnaires protestants vont agir au moment où l'Allemagne va coloniser le pays. Les Allemands sont très peu nombreux, ils ne connaissent pas le pays, ils ont quelques individus. Et les missionnaires leur disent quelque chose qui est épouvantable, c'est que les Herero colonisent les Damara. Ils esclavagisent les Damara. Alors, nous sommes à l'époque de la croisade anti-esclavagiste des catholiques.
avec Monseigneur Lavigerie. Donc l'Allemagne, elle a double religion. C'est la grande querelle entre les protestants et les catholiques en Allemagne. La vie politique allemande, en grande partie, va tourner entre opposition catholique-protestant. Or, les catholiques disent, regardez, comme nous sommes généreux, nous luttons contre l'esclavage avec les pères blancs de Monseigneur Lavigerie. Il faut bien que les protestants se disent, nous aussi, il faut qu'on lutte nous aussi contre quelque chose. Donc ils vont ils vont transformer le servage des Damara en esclavage, ils vont le présenter. Donc toutes les bonnes âmes vont se mobiliser, et les autorités coloniales allemandes ne peuvent rien refuser aux missionnaires, parce que c'est eux qui contrôlent le pays. Et donc du coup, l'administration allemande prend une loi de suppression du servage des Damara. Donc du jour au lendemain, les héros n'ont plus de main-d'œuvre. C'est un peu comme les Hutus, les Tutsis, au Rwanda, les pasteurs et les agriculteurs. Les Damara eux-mêmes n'ayant pas de travail non plus, non, de moyenne subsistance. qui vont se retrouver quasiment clochards. Mais du coup, les héros sont furieux, et les héros vont rompre avec l'Allemagne. Donc, la révolte des héros part à l'origine d'un mouvement de libération des esclaves fait par les missionnaires. Et ensuite, les Allemands vont massacrer les héros qui seront révoltés. Oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et quand on commence votre ouvrage, on se dit qu'un africaniste subventionné aurait certainement intitulé le livre « Histoire des migrations en Afrique ». Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je préférais la colonisation. C'était plus important pour montrer que la colonisation n'est pas uniquement européenne. Oui, puis ce sont des migrations qui impliquaient des rapports de domination. Non, colonisation. Les Africains colonisés, migration, bon, il y a des migrations pacifiques. Là, c'est de la colonisation. Et pour finir peut-être avec une note d'humeur ou d'humour, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment sur l'état des études africaines en France? Oh, les pauvres, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'études africaines. Il y a plus personne qui travaille sur le terrain. Donc vous n'avez plus d'africanistes. Vous avez des africanistes en chambre, qui travaillent tous sur la même période, qui est la période coloniale. Parce que pour travailler sur la période coloniale, c'est pas la peine d'aller en Afrique. Vous avez les archives à Aix-en-Provence. Et puis vous avez d'autres fonds d'archives à Nantes, etc. Donc ils travaillent tous sur cette période-là. Alors le statut de la femme au Sénégal sur le Front populaire, la grève des postiers à Bobo Dioulasso en 1924, les dockers de Dakar. C'est pas de l'Afrique, ça. Pas de l'Afrique. Moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur les rapports agriculteurs et paysans et éleveurs au Rwanda, entre les servitudes de la houe et les sortilèges de la vache, le monde rural dans l'ancien Rwanda, 6 tomes, 2000 pages. Bon. 10 ans de boulot. Là, c'est du travail qui a de la cuisse. Le reste, c'est de la foutaise. L'africanisme français est mort. Nous avions la meilleure école africaniste en France. Elle est morte de deux choses. Premièrement, on ne forme plus de géographes. Donc, comme on ne forme plus de géographes, on ne peut plus former d'hommes de terrain. Et deuxièmement, il n'y a plus les universités africaines qui étaient associées aux universités françaises. Moi, quand je suis parti en Afrique, il y avait 5 universités africaines qui étaient associées à l'université française. Il y avait Dakar, il y avait Libreville, il y avait Dakar, il y avait Brazzaville, il y avait Tananarive et il y avait Boutaré au Rwanda. Et nos universités, nous donnions le diplôme jusqu'au niveau de la maîtrise. Au niveau du doctorat, nos étudiants partaient. Mais pas avant, ils partaient que si nous étions d'accord. Ensuite, nous avons commencé à donner un début de doctorat avec les grands patrons qui venaient de France pour assister à nos jurys. Nous étions, si vous voulez, un peu sous la tutelle de nos patrons qui venaient 2 fois par an pour voir comment. Et nous faisions notre carrière ainsi. Ce qui fait que, vous voyez l'expérience, moi j'ai fait 11 ans au Rwanda. 11 ans au Rwanda. Donc, quand je parle du Rwanda, je connais le pays. J'avais des collègues qui ont fait même chose, 10 ans au Madagascar, ou qui ont fait 15 ans à Dakar. Donc là, on a véritablement une connaissance du pays. Et tout ça a été supprimé après 81 par nos bons amis socialistes, qui ont trouvé que c'était trop élitiste de former les élites africaines. Il fallait former des instituteurs. Et toujours le nivellement par la base socialiste. Et donc, nos universités ont été supprimées et transformé en école normale d'instituteurs. Et à partir de ce moment-là, nous ne formions plus les gens jusqu'au niveau du doctorat, et ils sont venus se former en France. Tout est comment dirais-je, voilà, tout est lié. Alors donc, il n'y a plus d'africanistes en France, c'est plus possible.
Parce que pour avoir l'expérience que j'ai eue, par exemple, à mon modeste niveau, c'est plus possible. Qui peut La France ne va plus envoyer quelqu'un 10 ans dans une université africaine pour travailler. Et s'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'Afrique. Merci Bernard Louis. Voilà.